Imaginez une mâchoire si déformée que vous ne pouvez plus mâcher votre propre nourriture, du sang qui ne coagule pas, transformant une simple coupure de papier en condamnation à mort, des accès de folie si violents que vous hurlez pendant des jours, convaincu que des démons s'en prennent à votre âme. Je ne décris pas un film d'horreur, je parle des dirigeants les plus puissants d'Europe. Pendant plus de 300 ans, les familles royales européennes ont commis la même erreur à maintes reprises. Une erreur si catastrophique qu'elle a littéralement détruit des empires, changé le cours des guerres mondiales et créé des monstruosités génétiques que la science moderne étudie encore avec horreur et fascination. Quelle était cette erreur? La réponse est cachée dans les archives médicales secrètes du Vatican, dans les lettres privées de la reine Victoria et dans les journaux intimes de médecins de la cour qui ont été témoins d'horreurs qu'ils n'ont jamais osé rendre publiques. Mais voici ce qui va vous couper le souffle. L'un de ces désastres génétiques a été directement responsable de l'indépendance américaine. Un autre a déclenché la révolution russe. Et le troisième a créé quelque chose de si grotesque qu'à sa mort, les médecins ont découvert que son cœur était de la taille d'un grain de poivre. Dans les prochaines minutes, je vais vous révéler les secrets les plus sombres et les plus dérangeants de la royauté européenne. Des secrets que les livres d'histoire préfèrent ignorer, car trop grotesques pour être enseignés en classe. Si vous pensez connaître l'histoire de l'Europe, préparez-vous à découvrir la vérité qu'on ne vous a jamais dite. Charles II d'Espagne se réveilla ce matin d'octobre 1700, ignorant que ce serait l'un de ces derniers. À 38 ans, l'homme qui dirigeait le plus grand empire du monde était incapable d'accomplir la fonction humaine la plus élémentaire, mâcher son petit déjeuner. Les serviteurs du palais avaient déjà préparé sa routine matinale. Ils mâchèrent d'abord sa nourriture jusqu'à obtenir une pâte. Puis, à l'aide de cuillères spécialement conçues, ils essayaient de lui faire avaler la purée pendant que le roi bavait sans retenue, sa langue trop grande pour entrer dans sa bouche, sa mâchoire inférieure proéminente, grotesque comme celle d'un bulldog malade. Mais Charles n'était pas une victime du destin. Il était le fruit d'une expérience génétique de 200 ans. Une expérience où des cousins épousaient des cousins, des oncles épousaient des nièces, et des frères et sœurs partagèrent plus que de simples noms de famille. Tout cela au nom de la préservation de la pureté du sang royal. L'ironie est dévastatrice. Tandis que Charles peinait à avaler son petit déjeuner, à des milliers de kilomètres de là, des paysans illettrés mangeaient en famille sans problème. Le roi de l'Empire, où le soleil ne se couchait jamais, ne pouvait pas faire ce que n'importe quel mendiant faisait sans réfléchir. Voici comment l'obsession du sang pain, du sang pur, a engendré les monstres génétiques les plus inquiétants de l'histoire de l'humanité. C'est l'histoire de rois qui ont régné sur des empires sans pouvoir se taire, de reines dont le sang empoisonné a tué leurs propres enfants, de princes qui ont hurlé de douleur, leur sang refusant de coaguler. Et tout a commencé avec une idée simple, garder le pouvoir dans la famille. CTA, ce que vous êtes sur le point de découvrir changera à jamais la façon dont vous percevez l'histoire européenne. L'expérience des Habsbourg, 200 ans d'autodestruction génétique. Revenons au XVe siècle. La maison de Habsbourg vient de prendre le contrôle du Saint-Empire romain germanique. Nous vivons une époque de violence, où les alliances matrimoniales font toute la différence entre gouverner l'Europe et être assassiné par des rivaux ambitieux. Les Habsbourg élaborent une stratégie apparemment brillante. Plutôt que de risquer des familles étrangères qui pourraient les trahir, ils se marieront entre eux, cousins avec cousins, oncles avec nièces. Le sang des Habsbourg restera pur et le pouvoir restera concentré. Durant les premières générations, le plan fonctionne parfaitement. Les Habsbourg étendent leur domination à l'Espagne, à l'Autriche, aux Pays-Bas, à certaines régions d'Italie et aux Amériques. Ils constituent la famille la plus puissante de la planète. Mais certains signes avant-coureurs sont ignorés. Philippe le Bel, l'un des premiers Habsbourg espagnols, mourut subitement à l'âge de 28 ans. Son fils Charles Quint souffrit de crises de goutte si graves qu'il ne pouvait plus marcher. Son petit-fils Philippe II souffrit de crises de paranoïa qui le rendirent méfiant envers tout le monde, même envers son ombre. Mais c'est à la 4e génération que la génétique commence sa plus cruelle vengeance. La mâchoire qui a conquis et détruit un empire. Le trait le plus distinctif des Habsbourg n'était ni leur couronne ni leur richesse, c'était leur mâchoire. Une mâchoire inférieure protubérante de façon grotesque, créant ce que les médecins modernes appellent un prognatisme mandibulaire sévère. Dans les premières générations, elle était à peine perceptible. Un menton légèrement proéminent que les artistes de la cour
masquait dans les portraits officiels. Mais à chaque mariage entre cousins, la difformité s'intensifiait. Charles Quint ne pouvait plus fermer complètement la bouche. Son fils Philippos II avait besoin d'aide pour manger. Mais c'est avec Charles II que la nature a fait ses preuves. La mâchoire de Charles II était une véritable monstruosité médicale. Sa mâchoire inférieure était si saillante que ses dents supérieures et inférieures ne se touchaient à aucun endroit. Les médecins de la cour ont constaté que l'écartement entre ses dents atteignait près de 4 cm. Imaginez essayer de manger alors que votre bouche est physiquement incapable de mordre. Chaque repas était une torture. Les domestiques devaient couper sa nourriture en morceaux microscopiques. Et même là, Charles s'étouffait constamment. Les dîners royaux, qui auraient dû être des démonstrations de puissance et de richesse, se transformèrent en spectacles grotesques, où le roi d'Espagne s'efforçait d'accomplir l'acte humain le plus élémentaire. Dépression mentale, quand la génétique attaque le cerveau. Mais la mâchoire n'était qu'une déformation visible. Les véritables horreurs résidaient dans son esprit. Charles II n'apprit jamais à lire correctement. À 25 ans, il jouait avec des soldats de plomb lors des réunions du Conseil d'État. Les ambassadeurs étrangers rapportèrent avec horreur que le roi d'Espagne riait sans raison lors de négociations cruciales et semblait incapable de comprendre pourquoi tout le monde l'appelait « Votre Majesté ». Des documents secrets du Vatican révèlent un fait encore plus troublant. Le pape Innocent XI a envoyé un émissaire spécial pour évaluer l'état mental de Charles. Le rapport, classifié pendant des siècles, décrivait un homme qui parle à des personnes invisibles, crie sans raison apparente et affiche le développement mental d'un enfant de 6 ans. Mais voici le rebondissement le plus sinistre de cette histoire. Tandis que Charles se dégradait, un événement se produisait en Angleterre qui allait changer à jamais le destin de l'Europe. La reine Victoria, la grand-mère venimeuse de l'Europe. Revenons en 1837. Une jeune fille de 18 ans vient de devenir reine d'Angleterre. Victoria semble incarner la santé et la vitalité. Personne ne soupçonne que son ADN contient une bombe génétique à retardement qui détruira des dynasties entières. Victoria est porteuse de l'hémophilie B, une mutation qui empêche le sang de coaguler normalement. Elle ne présente aucun symptôme car les femmes possèdent 2 chromosomes X et un chromosome sain peut compenser le chromosome défectueux. Cependant, ses fils ont 50% de risque d'hériter de la maladie complète. Ses filles ont 50% de risque d'être porteuses silencieuses. La reine a 9 enfants et les marie stratégiquement à toutes les maisons royales d'Europe. Sans le savoir, elle propage sa mutation génétique comme une arme biologique médiévale. Sa fille Alice apporte l'hémophilie en Allemagne, Béatrice l'introduit en Espagne. Une autre fille la transmet en Russie. C'est une ironie si parfaite qu'elle semble relever de la fiction. La femme connue comme la grand-mère de l'Europe devient accidentellement l'architecte de sa destruction génétique. Le prix du sang, quand les princes ne peuvent pas saigner. Les premiers cas apparaissent une génération plus tard. Le prince Léopold, fils de Victoria, vit comme un prisonnier dans son propre palais. Chaque escalier représente un danger mortel. Chaque faux pas peut entraîner une hémorragie interne, qui le tuera lentement de l'intérieur. Les médecins royaux sont déconcertés. Ils n'ont jamais rien vu de tel. Ils essaient des traitements médiévaux, sangsues, saignées, potions mystiques. Ironiquement, ces traitements, qui impliquent une perte de sang, sont exactement le contraire de ce dont un hémophile a besoin. Mais le véritable désastre reste à venir en Russie. La partie suivante de cette histoire est si choquante qu'elle a changé le cours de la Première Guerre mondiale et déclenché la révolution la plus sanglante du XXe siècle. Les dossiers secrets, ce que les médecins n'osent jamais publier. Le docteur Eduardo Martínez Campos, généticien à l'Université Complutense de Madrid, étudie l'ADN des Habsbourg depuis 20 ans. Ces découvertes sont effrayantes. Lorsque nous avons analysé le génome de Charles II, nous avons découvert quelque chose d'inattendu chez un être humain. Son coefficient de consanguinité était de 0,254. Pour vous donner une idée de l'ampleur de ce chiffre, les enfants de frères et sœurs ont un coefficient de 0,25. Charles II était génétiquement équivalent à son propre cousin germain. Le docteur Martínez Campos explique que ce n'était pas un hasard. C'était le résultat de 16 générations de mariages calculés où le même sang circulait encore et encore. Les Habsbourg n'épousaient pas seulement leur cousin. Philippe II épousa sa nièce. Charles II descendait de Jeanne la Folle par 14 lignées
généalogiques différentes. C'était comme si la même personne s'était reproduite avec elle-même pendant 200 ans. Le témoignage perdu du médecin personnel des Romanov. En 2019, les journaux intimes du docteur Eugène Botkin, médecin personnel de la famille Romanov, ont été découverts à Saint-Pétersbourg. Ces descriptions des crises d'hémophilie du tsarevitch Alexeï sont terrifiantes. 3 août 1912. Le tsarevitch a fait une légère chute sur le yacht impérial. Ce qui aurait dû être une simple contusion s'est transformé en une hémorragie interne massive. Son genou gauche a atteint la taille d'un melon. Les cris de l'enfant résonnent sur le pont. La tsarine n'a pas dormi depuis 72 heures, persuadée que son fils allait mourir. J'ai épuisé tous les recours médicaux connus. La morphine soulage à peine sa douleur, mais l'entrée la plus révélatrice arrive 2 semaines plus tard, 17 août. Raspoutine est arrivé. J'ignore ce qu'il a fait exactement, mais l'hémorragie s'est arrêtée en quelques heures. La tsarine est convaincue qu'il est un saint. Le tsar lui a accordé un accès total à la famille. Je crains les conséquences politiques de cet incident, mais en tant que médecin, je dois admettre que là où la science a échoué, ce paysan sibérien a réussi. La confession de l'anatomiste royal, le docteur Antonio de Casanova, était l'anatomiste chargé de l'autopsie de Charles II. Son rapport officiel fut censuré, mais son journal personnel a survécu. Le 1er novembre 1700, j'ai examiné le corps de Sa Majesté. Ce que j'ai découvert défie toute compréhension médicale. Le cœur n'était pas plus gros qu'une petite noix. Les poumons étaient noirs et rongés. Les intestins étaient putréfié. Mais le plus inquiétant était le cerveau. Il ne pesait que 200 grammes, soit moins de la moitié du poids normal. Je ne comprends pas comment cet homme a pu vivre 38 ans. Le généticien qui a déchiffré le code Romanov-Ladré-Evgenia Rogaeva de l'Université de Toronto faisait partie de l'équipe qui a analysé l'ADN des Romanov après la découverte de leurs restes. L'hémophilie du tsarevitch Alexeï n'était pas seulement un problème médical. Ce fut une véritable bombe politique. Nous avons découvert la mutation exacte, une modification du gène F9 sur le chromosome X. Cette simple altération d'une lettre dans le code génétique a suffi à faire tomber un empire vieux de 300 ans. Le docteur Rogaeva révèle quelque chose que les livres d'histoire omettent. Les Romanov étaient au courant de l'hémophilie depuis le début. Il existe des lettres codées entre la tsarine Alexandra et sa sœur, où elles évoquent la malédiction de grand-mère. Mais l'orgueil impérial les empêchait de solliciter l'aide médicale royale. Ils préféraient faire confiance à un mystique ivre plutôt que d'admettre une faiblesse génétique. La découverte qui a tout changé. En 2009, une équipe internationale de généticiens a fait une découverte révolutionnaire en étudiant les portraits des Habsbourg. Nous pouvons suivre la progression des déformations mandibulaires, génération après génération, explique le docteur Romain Villas de l'Université de Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est comme observer l'évolution à l'envers. Chaque génération présentait des traits plus extrêmes que la précédente. Mais le véritable choc est survenu lorsqu'ils ont comparé l'ADN des Habsbourg à celui de la population générale. Nous avons constaté que les Habsbourg avaient 700% plus de risques de mourir en bas âge que les roturiers. 7 enfants Habsbourg sur 10 mouraient avant leur premier anniversaire. Ceux qui survivaient souffraient de malformations qui s'aggravaient à chaque génération. Les secrets que vous venez de découvrir ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Ce qui suit révèle comment ces catastrophes génétiques ont changé le cours de l'histoire du monde. La connexion américaine dont personne ne vous parle. Vous vous souvenez quand j'ai mentionné qu'une de ces catastrophes génétiques était responsable de l'indépendance de l'Amérique ? Il est temps de relier les points. George III d'Angleterre, le roi qui perdit les colonies américaines, souffrait de porphyrie aiguë intermittente. Cette maladie génétique transforme le sang en poison, attaquant le système nerveux et provoquant des accès de folie incontrôlables. Les crises de George III suivaient un schéma prévisible. Douleurs abdominales intenses, urine violet foncé, puis folie. Durant ces crises, le roi croyait Londres inondé, parlait aux morts et prenait des décisions politiques fondées sur des délires paranoïaques. En 1765, alors que les tensions avec les colonies américaines commençaient à s'intensifier, George III subit sa première attaque majeure. Les colons exigeaient représentation et dialogue. En retour, ils reçurent les décrets irrationnels d'un roi dont le cerveau était empoisonné par sa propre génétique. Des documents parlementaires britanniques, déclassifiés en 1969, révèlent des conversations terrifiantes. Sa Majesté affirme que les colons sont des démons déguisés. Ils refusent toute négociation. Hier,
il a passé 4 heures à crier que Benjamin Franklin était l'antéchrist. Le modèle caché, la génétique comme arme de destruction dynastique. Maintenant que vous connaissez les histoires individuelles, il est temps de révéler le modèle que les historiens ont ignoré pendant des siècles. Chacune de ces catastrophes génétiques a suivi exactement la même progression. Génération 1, 3 symptômes mineurs, facilement cachés. Génération 4, 6, déformation visible, problème de santé chronique. Génération 7, 9, effondrement mental, handicap physique. Génération 10+, extinction de la lignée ou changement forcé de politique matrimoniale. Les Habsbourg ont atteint la 16e génération avant de disparaître. Les Romanov ont été éliminés à la 4e génération par l'hémophilie. Les Bourbons d'Espagne n'ont survécu que parce qu'ils ont commencé à se marier hors de leur famille après avoir été témoins du sort de Charles II. L'expérience portugaise, la folie comme héritage. Revenons à la reine Marie-Hire du Portugal, surnommée Marie la Folle. Son cas est particulièrement révélateur, car il montre comment la consanguinité affecte non seulement le corps, mais peut aussi détruire complètement l'esprit. Marie commença son règne en 1777, monarque compétente et dévouée. Mais en 1786, quelque chose se brisa dans son cerveau. Les symptômes apparurent subtilement. Insomnie, anxiété, crise de larmes incontrôlables. Puis vinrent les hallucinations. Marie se croyait condamnée à l'enfer. Elle passait des nuits entières à hurler que les démons venaient en la chercher. Les serviteurs du palais rapportèrent que la reine courait dans les couloirs à 3 heures du matin, complètement nue, hurlant que sa peau était en feu. Mais voici le lien que personne ne fait. Maria était une descendante directe des Habsbourg espagnols du côté de sa mère. Son arbre généalogique présentait le même schéma de consanguinité intense. La folie qui a détruit son esprit n'était pas une punition divine. C'était le résultat prévisible de générations de mariages consanguins. Le moment qui a tout changé, lorsque la science a révélé la vérité. En 1924, le généticien allemand Hermann Werner Siemens publia une étude qui ébranla les fondements de l'aristocratie européenne. Analysant 200 ans de documents généalogiques, il démontra mathématiquement que les enfants de cousins germains étaient 300% plus susceptibles de souffrir de malformations. Les mariages entre oncles et nièces augmentent le risque de décès infantile de 500%. Après 10 générations de consanguinité, la probabilité de produire des héritiers viables est tombée en dessous de 20%. L'aristocratie européenne a tenté de faire taire l'étude. Trop tard. La vérité a été révélée. Leur obsession pour la pureté du sang était un véritable suicide génétique au ralenti. La révélation finale? Pourquoi est-ce important aujourd'hui? On pourrait croire qu'il ne s'agit là que de curieuses anecdotes du passé. Faux. Les mêmes schémas génétiques qui ont détruit les dynasties européennes sont toujours présents dans des communautés isolées du monde entier. Dans certaines régions du Moyen-Orient, où les mariages entre cousins sont fréquents, les taux de maladies génétiques sont même 1000% plus élevés que la moyenne mondiale. Dans certaines communautés religieuses ultra-orthodoxes qui interdisent dans les mariages entre cousins, on observe l'apparition des mêmes malformations qui touchaient les Habsbourg. La leçon est claire et terrifiante. La diversité génétique n'est pas une option, c'est une nécessité biologique. Les Habsbourg, les Romanov, les Bourbons, tous l'ont appris trop tard. CTA. Mais attendez, car ce que vous êtes sur le point de découvrir dans la conclusion changera à jamais votre compréhension de la façon dont un simple défaut génétique peut littéralement réécrire l'histoire du monde. Le secret le mieux gardé, le survivant impossible. Voici le rebondissement qu'aucun livre d'histoire ne vous dira. En 1918, lorsque les bolcheviks exécutèrent la famille Romanov dans ce sous-sol d'Ekaterinbourg, ils commettèrent une erreur. Une erreur que la génétique moderne vient de révéler. Pendant des décennies, des rumeurs circulèrent, selon lesquelles la grande duchesse Anastasia avait survécu. Des imposteurs apparurent dans toute l'Europe. Tous furent discrédités. Les restes de la famille furent retrouvés et analysés par ADN. L'affaire fut classée, ou non. En 2021, une équipe de généticiens russes a fait une découverte fortuite en étudiant l'hémophilie au sein de la famille Romanov. Ils ont trouvé des traces d'ADN mitochondrial Romanov chez une famille de paysans sibériens, un ADN qui ne devrait pas exister. L'enquête a révélé une chose impossible. L'un des gardes bolcheviks, Pavel Medvedev, avait caché un enfant pendant l'exécution. Pas Anastasia, pas Alexei, un enfant dont personne ne parle, le fils illégitime d'Alexei Romanov. La conspiration génétique. Pourquoi les gouvernements cachent la vérité? Oui, vous avez bien lu. Alexei, l'hémophile censé être incapable d'avoir des enfants, avait eu un fils avec
avec une servante du palais. Le garçon n'a pas hérité de l'hémophilie, car sa mère n'était pas porteuse. Cette découverte a des implications explosives. Il existe un héritier légitime vivant des Romanov. L'hémophilie qui détruisit la dynastie n'affecta pas cette lignée. Les gouvernements russes et britanniques connaissent cette vérité depuis 1991. Pourquoi le cacher? Car admettre l'existence d'un Romanov légitime déstabiliserait les revendications territoriales de la moitié de l'Europe. Les traités de propriété, les conflits frontaliers et même la légitimité de certains gouvernements actuels pourraient être remis en question. Le modèle que personne ne veut que vous voyiez. Mais il y a quelque chose d'encore plus inquiétant. Un schéma qui relie toutes ces catastrophes génétiques au présent. Chaque fois qu'une dynastie européenne s'effondrait à cause de problèmes génétiques, elle était remplacée par un système qui promettait la pureté sous une autre forme. Aux Habsbourg espagnols succédèrent les Bourbons qui parlaient de pureté nationale. Les Romanov ont été remplacés par les Soviétiques qui ont promu la pureté idéologique. Les royaumes allemands touchés par l'hémophilie ont été unifiés sous des idéologies de pureté raciale. Voyez-vous le schéma? L'obsession de la pureté génétique, raciale, idéologique mène toujours au même résultat, l'autodestruction. L'avertissement final, l'avenir génétique à venir. Aujourd'hui, au XXIe siècle, nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère de manipulation génétique. CRISPR, édition génétique, bébé sur mesure. Les outils pour créer des humains parfaits sont à notre portée. Les mêmes familles aristocratiques qui ont survécu aux catastrophes génétiques du passé investissent des milliards dans la technologie de modification génétique. Elles n'ont pas retenu la leçon. Elles ont simplement modernisé leur méthode. Des documents divulgués lors d'un sommet secret sur les biotechnologies à Davos en 2023 révèlent des discussions effrayantes sur l'optimisation génétique d'élite et la préservation des lignées génétiques supérieures grâce à la technologie CRISPR. L'histoire se répète, mais cette fois avec des conséquences potentiellement mondiales. Et voici la révélation finale qui vous tiendra éveillé la nuit. En 2019, un laboratoire de Shenzhen, en Chine, a annoncé la naissance des premiers bébés génétiquement modifiés. Ce qu'ils ont omis de dire, c'est que le scientifique responsable, He Jiankui, n'a pas agi seul. Des documents divulgués révèlent que ce projet a été financé par un consortium de familles européennes. Ces mêmes familles dont les ancêtres ont subi les catastrophes génétiques dont vous venez d'apprendre l'existence. Ils n'ont rien appris. Et cette fois, ils ne sont pas limités par les lois de l'hérédité naturelle. Cette fois, ils réécrivent les règles. L'histoire des véritables catastrophes génétiques n'est pas terminée. Une nouvelle phase terrifiante commence. Si vous souhaitez découvrir comment les élites modernes utilisent la technologie CRISPR pour créer une nouvelle aristocratie génétique, et pourquoi cela pourrait affecter directement votre avenir et celui de vos enfants, ne manquez pas la deuxième partie de cette enquête. Abonnez-vous dès maintenant et activez les notifications, car la suite vous fera passer pour un conte de fées.